Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Oui, oui. Ok. Oui. Donc c'est ce que je vais faire principalement là dans les premiers slides, enfin, même dans les premières présentations. Donc, après ça, qu'est-ce que je pense faire, c'est de faire quelque chose de pratico-pratique. Donc, on vous montre la théorie, un peu, on vous montre le langage, et puis finalement, qu'est-ce que ça va nous servir à faire? Ça va nous servir à travailler sur des petits projets ensemble. Comme ça, vous pourrez avoir la main dessus en même temps. Donc, ça, c'est clairement ce que Christopher m'a demandé parce qu'apparemment, lui, il n'aime pas trop la théorie. Moi aussi, je ne suis pas forcément de l'école des personnes qui partent directement dans la pratique parce que, comme j'expliquais à Christopher un peu plus tôt dans la nuit, c'était la nuit chez moi, euh, les systèmes d'IA, ce sont des systèmes assez dangereux. C'est-à-dire, c'est pas comme l'informatique traditionnelle. C'est des choses qu'on utilise pour prendre des décisions après. Donc, dans l'informatique traditionnelle, ce qu'on faisait très souvent, on avait des algos, puis on avait une idée de comment est-ce que ça allait performer. C'est-à-dire, on sait exactement ce qui va se passer. Mais l'IA, ça peut surprendre. Donc, attention à ne pas juste copier-coller des choses n'importe où et puis utiliser ça pour prendre une décision. Je vais vous prendre un exemple très simple. Imaginons qu'on finisse la formation, Sadia est capable de designer son propre système d'IA. Donc, du coup, elle commence à prendre ses données et puis elle prend les codes, elle copie, elle colle, elle entraîne son modèle. Effectivement, il fonctionne. Et c'est son modèle qui lui permet d'investir dans certaines choses. Donc, elle suit le modèle parce que c'est de l'IA. Bon, c'est pas de la magie. Elle va pas comprendre comment est-ce que son système fonctionne. Elle va utiliser le modèle et puis elle va perdre son argent. Elle va dire c'est d'autres qui l'a formé. C'est pas moi. C'est pas comme ça que moi je fais. Donc, il faut d'abord avoir une certaine théorie pour comprendre euh, qu'est-ce que tu es en train de faire. Parce que ça c'est un gros problème qu'on a dans la société généralement. Et ça, je vous parle en tant que mes frères, mais c'est un problème qu'on a mondialement. Il y a plein de personnes qui parlent d'IA, ça fait beaucoup de buzz, mais je peux vous dire, là, soyez rassurés, il y a pas plein de personnes qui savent de quoi ils parlent. Tout le monde en parle, mais c'est juste, aujourd'hui, on a accès au code un peu partout, sur YouTube un peu partout. C'est juste du copy and paste sans comprendre exactement comment ça fonctionne. Donc, bref de discussion. Je ne vais pas vous traiter aussi comme des chercheurs, je ne vais pas rentrer profondément dans des algorithmes de compréhension de l'IA, comment ça fonctionne avec, parce que franchement, c'est parfois des grosses formules mathématiques à l'arrière. N'ayez pas peur, on ne va pas faire des maths. Quand je dis ça très souvent, il y a plein de personnes qui font ça, on ne va pas faire des maths. Je vais essayer d'abstraire ça le plus possible. Je vais vous donner ce qui est nécessaire, la compréhension de comment est-ce que ça fonctionne et puis comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. OK. Et puis ensuite, dans les prochaines Ok. séances aussi, je vais essayer de vous montrer ce qui se passe en ce moment où on parle. Parce que ce que j'ai pas aimé à l'université, c'est qu'on nous donne des cours archaïques. Bon, c'est vrai que ici, un peu au Canada, c'est quand même différent. Ils essayent de mettre à jour les cours. Mais le problème, c'est que quand tu finis tes formations et quand tu viens sur le marché, tu es déjà dépassé parce que ça va hyper, hyper vite, l'IA. Donc, ce que je vais essayer de faire toujours, c'est de vous dire, OK, il y a un nouveau truc qui est sorti, c'est un nouvel outil, à quoi ça sert, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Comme ça, vous pourriez avoir la connaissance historique et puis aussi la connaissance d'aujourd'hui. Ça, vous avez le bon match. Pour tout ça. OK. Donc, de ceci, je pense que je vais commencer à partager mon. Si vous avez des questions à n'importe quel moment, vous pouvez m'arrêter. Souvent, je parle super vite là. Je suis habitué à parler avec des gens qui me notent. Donc, euh, si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter à n'importe quel moment. Ok. Je vais faire un truc avant de partager mon écran. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Je vais prendre mon gros chargeur parce qu'il ne faudrait pas qu'il s'éteigne pendant que je suis en train de parler. Souvent, vous avez l'impression que je ne vous regarde pas. C'est juste parce que j'ai deux écrans. Donc, je regarde les deux en même temps. Ça me Ok. permet d'avoir toutes les informations devant mes yeux. Tac, tac, tac.
Ah, ok, d'accord. Vous avez perdu. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Ouais. Ouais. Je pense qu'il ne le partage pas trop d'une manière que je veux là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire comme ça. Ok. Donc, bon, l'introduction va porter sur trois points, vite fait. Qu'est-ce que l'IA, en général, l'histoire de l'IA et puis l'état de l'art. Je vais pas tout expliquer dans l'histoire de l'IA. Je vais juste vous montrer que c'est vraiment loin dans le temps. Puis pourquoi ça a été fait. C'est tout. Et puis l'état de l'art, ça va nous permettre de savoir ce qui se passe maintenant, ce qui fait le buzz, la hype. Puis comme ça, on pourra commencer à passer. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est que l'IA? Donc, déjà, on voit mon petit, ça, c'est une image que j'ai générée purement avec l'IA, déjà. Générée purement avec ChatGPT. Donc, ça semble très réel, là, c'est pour montrer comment les modèles sont devenus forts. Donc, on voit, pourquoi j'ai mis un petit garçon et puis j'ai mis un petit robot à côté? Bah, l'apprentissage, l'intelligence, très souvent, ça, on commence à calculer l'intelligence à partir de cet âge-là. Euh, L'intelligence qui est liée à l'apprentissage et tout ça. Donc, c'est pourquoi j'ai mis deux personnes comme ça côte à côte. Donc, le petit va apprendre au robot à parler, par exemple. Le robot aussi va apprendre au petit à faire d'autres choses. Dans d'autres capacités qu'on n'a pas, malheureusement. Donc, c'est quoi qu'on parle d'intelligence artificielle, en gros? Et intelligence est divisée en deux grandes catégories, moi, je pense. Donc, le fait euh, d'agir et de penser. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire dans un premier temps? On veut faire des agents qui seront capables de penser comme des humains. On va comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire agent après. Donc, penser comme des humains ou bien encore penser rationnellement, parce que c'est pas tous les humains qui sont rationnels, on s'entend. La preuve, c'est qu'il y a certaines personnes qui disent aux gens qui sont bêtes. Bon, on va pas trop rentrer dans ça. Mais soit on veut penser comme des humains, imiter exactement comment les humains font, soit on veut penser d'un processus rationnel. Donc, penser comme des humains, qu'est-ce que ça prend? Bah, il y a des théories scientifiques qui permettent de voir le cerveau, comment est-ce qu'il fonctionne. Et puis, on va utiliser ces théories scientifiques-là pour pouvoir les adapter à nos machines. Maintenant, le fait de penser rationnellement, c'est par exemple des processus logiques comme on dit Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. Donc, ça, c'est des processus euh, de compréhension logique directe. Mais le problème avec ça, c'est que c'est très difficile à modéliser ces genres de choses-là dans une machine. C'est facile pour un humain de dire Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Socrate est mortel. Mais pour qu'un ordinateur puisse comprendre ça, il faut que tu transformes cette phrase-là en des représentations qu'un ordinateur pourra comprendre. Donc, c'est là que vient l'enjeu. Donc, le problème devient très vite complexe parce que le monde est vraiment complexe. Donc, on passe maintenant au fait d'agir. Donc, agir comme des humains, donc les capacités, l'intelligence motrice, je veux dire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, les robots, non. Bah, les robots, tu vois, OK, on va aller pas à pas. La robotique, c'est l'intelligence artificielle. C'est pour montrer comment est-ce que l'intelligence artificielle, c'est vieux. Parce que souvent, tu parles à des roboticiens, ils disent, non, moi, je fais pas de l'IA, je suis un roboticien. Faux. Même la robotique, c'est de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence motrice, c'est de l'intelligence. Donc, du coup, un robot qui bouge comme ça, bah, on a juste simulé l'intelligence motrice. Donc, soit on agit comme des humains, soit on agit rationnellement. Donc, agir comme des humains, on sait déjà les capacités que ça prend. Soit parler comme des humains, donc traitement du langage naturel, soit la représentation des connaissances, comme on vient de dire avec Socrate, soit un raisonnement automatique directement, les mouvements des robots, par exemple. Donc, maintenant, agir rationnellement, c'est faire une bonne chose, c'est-à-dire la chose qu'on devait faire selon les informations qu'on a. Donc, on a un agent, par exemple, je sais pas moi, un agent qui est capable de suer ta maison. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, il est dans la maison et dès qu'il voit que Christopher rentre dans la maison et puis il a sali le salon, il commence à nettoyer directement. Donc, ça, il agit rationnellement. Il n'agit pas forcément comme on lui a dit, mais il s'est dit, OK, ça c'est logique. Quand c'est sale, je suis un agent qui nettoie, donc quand c'est sale, je dois nettoyer. Donc, selon les informations qu'il a, selon le but qu'il a accompli, il se met à agir. Donc, penser, agir, c'est les deux trucs qui permettent de bien situer où l'intelligence est. À partir de là, on plonge un peu dans le fait des agents rationnels. On dit, ce sont des entités qui perçoivent et qui agissent dans un environnement pour accomplir des buts en fonction de leurs capacités et de leurs croyances. Donc, en gros, pour parler d'un agent rationnel, il faut que cette entité-là, cet agent-là soit capable de percevoir son environnement. Quand on dit percevoir son environnement, il doit pouvoir être capable de comprendre les informations qui l'entourent. Donc, en plus de ça, il doit être capable d'agir dans l'environnement en question. Comme j'ai pris l'exemple tout de suite de mon robot ménager, il est capable d'agir dans l'environnement. Et puis,
après, il est capable d'accomplir des buts. Je veux que ma maison soit propre. Donc, en essayant, il va rendre ma maison propre. Maintenant, je vais recadrer les choses. C'est vrai que je parle de robots. Robots, ça peut faire penser que je suis en train de parler de seulement la robotique. Il y a des robots conversationnels. Comme ChatGPT, c'est aussi un robot conversationnel. C'est un robot dans autre chose. Il est capable de faire d'autres choses. Il est capable de percevoir un environnement. ChatGPT, son environnement, c'est quoi? Bah, c'est en fait, l'interface de communication avec la machine, c'est ça son environnement. Comment est-ce qu'il perçoit l'information? On lui écrit des messages, donc il est capable de prendre ces messages. Et comment est-ce qu'il agit? Bah, lui aussi, il écrit des messages. Donc, c'est vrai que je parle de robots, robots agir, mais finalement, on a plusieurs types de robots, que ce soit conversationnels ou bien juste des robots moteurs ou n'importe quoi. Voilà. Pour ne pas qu'on se mélange, on dit que on peut avoir l'IA partout. Ok, donc l'histoire de l'IA, vous voyez, j'ai écrit des dates, c'est super long, je ne vais pas tout lire, mais c'est pour vous montrer que les premières gestations de l'IA ont eu lieu depuis 1943. Donc depuis 1943, pas d'IA déjà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de hype parce qu'on est dans le monde des réseaux sociaux. Les gens ont l'impression que l'IA, c'est quelque chose de nouveau. Même moi-même, je pensais que je faisais quelque chose de révolutionnaire. Je me suis tapé la face quand j'ai vu que c'était depuis 1943. Je me suis senti trop nul. Euh, ouais, donc ça a commencé depuis là-bas. Et il y a une phase où vraiment ils étaient bloqués parce que ils avaient, par exemple, quand on était en 1966, il y a une dose de réalité, ils n'arrivaient pas à résoudre certains problèmes. Donc qu'est-ce que c'était le problème? Ils n'avaient pas à représenter la connaissance. Parce que c'est tout là le problème. On parle vraiment de connaissance, comprendre son environnement, tout ça. Mais comment est-ce que tu dois dire à une machine que bonjour, c'est bonjour? Donc, ils avaient ces problèmes-là. Ils se disaient, bon, comment est-ce qu'on va dire à une machine que bonjour, c'est bonjour? Ils se sont dit, écoute, ça va pas fonctionner, c'est de l'utopie, et puis tout ça, on laisse. Donc, à un certain moment, ils sont revenus encore avec les pionniers de ce qui est deep learning, et tout ça, avec le retour des réseaux de neurones en 1986. C'est vraiment à partir de là que ça a commencé à devenir une hype. Parce que les réseaux de neurones sont venus envoyer quelque chose de super nouveau dans l'IA. Maintenant, c'est quoi le réseau des neurones? On connaît les neurones comme les humains, hein. C'est juste des organes qui nous permettent de réfléchir. Mais en même temps, ce sont ces réseaux de neurones-là, naturels, que nous, enfin, nous, je n'étais pas là, que les scientifiques dans le temps ont modélisé pour avoir des réseaux informatiques, pour faire exactement l'imitation de tout ce que les humains faisaient. Donc, si on voit qu'un humain, pour parler, il active tel type de neurones, tel type de neurones, comment ces fonctionnements sont faits pour qu'il parle? Bah, il essaie de reproduire ça directement sur sur les machines. Donc, c'est dans ça qu'on est jusqu'à aujourd'hui. Donc, à partir de 2000 jusqu'à aujourd'hui, on parle d'apprentissage machine, on parle de big data. Donc, on ne peut pas parler de IA sans parler de données. C'est-à-dire, partout où vous entendez IA, on a eu des données sur lesquelles on a entraîné des modèles qui sont capables maintenant de générer des choses ou bien d'accomplir certaines tâches. Donc, on parle d'apprentissage machine parce que, comme les humains, les ordinateurs vont maintenant être capables d'apprendre. On ne va pas leur donner une série d'instructions comme ça pour exécuter, non. On va leur donner des données. Ils vont regarder comment est-ce que ça fonctionne et ils vont essayer de deviner ce que ça peut être avec de nouvelles données. C'est de ça qu'on parle d'apprentissage machine. Big data, pourquoi? Parce que plus on a de données, enfin, il faut que les données soient bien, mais normalement, plus on a de données, mieux on peut apprendre à notre machine. C'est normal, hein, c'est comme un humain. Plus tu fais des exercices, plus tu es capable de mieux apprendre comment est-ce qu'on comprend les maths. Voilà, c'est ça. Donc, à partir de 2012 jusqu'à aujourd'hui, on parle de deep learning, deep learning. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, que ce soit ChatGPT, je sais pas moi, quel modèle vous connaissez encore? Vous connaissez DeepSeek qui a fait boom dernièrement avec la Chine, DALI, tous ces trucs-là sont basés sur du deep learning. C'est quoi le deep learning? Bah, c'est les réseaux de neurones avec plein de réseaux computationnels qui vont permettre de faire toutes les architectures qu'on a aujourd'hui. Voilà. Donc, ça, c'est avec l'histoire de l'IA. Donc, c'est quoi l'état de là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se fait là maintenant? Si tu me permets, Déot, est-ce que tu peux expliquer la différence entre le machine learning et le deep learning? OK. Ouais. Donc, le machine learning, c'est généralement, ça c'est une très bonne question d'ailleurs. Même il y a même des professionnels qui se trompent avec ça. Le machine learning, enfin, l'apprentissage machine en général, ce qu'on appelle machine learning aussi, c'est comment est-ce qu'on apprend à un ordinateur à apprendre. Ça, c'est général. Maintenant,
il y a le machine learning traditionnel, c'est-à-dire des algorithmes statistiques, des algorithmes probabilistes qui permettent d'apprendre à une machine. Mais ces algorithmes, en fait, n'étaient pas capables de faire des problèmes beaucoup plus complexes. Par exemple, qu'est-ce que j'appelle beaucoup plus complexe? Détecter si quelqu'un est une femme ou bien un homme. Ça, c'est très compliqué de faire ça avec des algorithmes de machine learning traditionnels, comme je vais vous montrer au truc. Donc, pour pouvoir gérer ces problèmes-là, bah, on était obligé de simuler des réseaux de neurones. Et ces réseaux de neurones-là, on crée des architectures avec ces neurones-là. Et ces architectures-là vont s'appeler architectures profondes. Donc, on aura plein de réseaux, plusieurs couches. Et plus on a des réseaux, enfin, plus on a de connexions dans les réseaux, plus on a de neurones, bah, mieux on peut résoudre des problèmes complexes. Donc, deep learning, si tu veux, ça fait partie du machine learning. Donc, le machine learning, c'est le grand ensemble. Et dans ce grand ensemble-là, il y a le deep. Donc, Ça dans est dans très ce grand cool. ensemble aussi. Quoi ça? Allô? Je crois que quelqu'un a un souci de réseau, parce que moi, je t'entends parfaitement. OK. Mais je peux reprendre. Donc, ce que je disais, c'est que le deep learning, il est dans le machine learning, en fait. On ne parlerait pas de deep learning s'il n'y avait pas de machine learning. En fait, le deep learning, c'est juste un paradigme qui est venu avancer le machine learning. Le machine learning, c'est le grand groupe d'apprentissage. D'accord. Ouais, donc aujourd'hui, on se trouve avec les modèles de fondation et l'IA générative. C'est vraiment ce qui a fait buzz en ce moment. Je peux vous dire, dans l'industrie, tout le monde fait ça. C'est au moment aujourd'hui, on te parle de LLMs, ChatGPT, tout ça. Donc, c'est ça qu'il faut connaître aujourd'hui, là où on parle, principalement. Donc, au-delà de ça, il y a enfin, c'est pas au-delà de ça, c'est vraiment dans la suite logique, là. Il y a ce qu'on appelle les reasoning models. J'ai fait ça exprès de prendre les derniers modèles qui existent comme le DeepSeek qui vient de sortir, il y a le DeepSeek 1. En fait, c'est des modèles qui sont capables de faire quoi? Bah, ils sont capables de réfléchir plus loin que des modèles normaux. C'est-à-dire, tu lui poses une question, au lieu de générer directement la réponse, il pense comme un humain. C'est-à-dire, il organise sa réflexion lui-même. Il se dit, OK, on m'a dit de résoudre l'équation x carré plus x plus 1 égale 0. Pour résoudre une équation de telle sorte, qu'est-ce que je dois faire? 1. C'est une équation de deuxième degré. 2. Je dois faire quoi? Je dois factoriser. Je dois trouver des racines. Donc, en faisant ça, il a moins de chances de faire ce qu'on appelle des hallucinations. Parce que les hallucinations des modèles, c'est quoi? C'est qu'auparavant, quand tu donnais des calculs à un modèle ou bien n'importe quoi, bah, lui, générer, il s'en fiche. Parce que c'est de la statistique, c'est de la probabilité. Il fait que faire des estimations et puis générer des choses. Sauf qu'avec ces modèles de raisonnement, là, ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des choses beaucoup plus robustes. Donc, c'est ça qui fait que DeepSeek 1, ça fait le boom là que vous voyez. On parle de ouais, DeepSeek est venu remplacer ChatGPT, c'est juste pour ça. C'est juste que euh, ChatGPT là aussi, mais c'est payant. Donc, c'est ça qui fait que pour avoir un modèle aussi fort comme ça gratuitement, c'est ça crée le buzz. Donc, tout ça, c'est basé encore sur ce qu'on appelle des grands modèles de langage. En anglais, on dit Large Language Models. Donc, ce sont des modèles qui sont entraînés sur des vastes ensembles de données. On peut prendre par exemple Wikipédia, tous les mots de Wikipédia, on entraîne notre modèle dessus. Donc, c'est pas il est pas, on lui dit pas, OK, ça, c'est comme ça on répond, ça, c'est comme ça on répond. On lui dit non, voici un vocabulaire que tu as, il est super large, et maintenant, à partir de là, tu apprends. On appelle ça un modèle de fondation. Et à partir de ce modèle de fondation-là, maintenant, on crée des petits modèles qui sont adaptés à des petites tâches. Et c'est ça que vous voyez. ChatGPT, vous le voyez comme ça, c'est pas un modèle en vrai. ChatGPT, c'est juste une extension, enfin, pas une extension, c'est une extension. C'est juste dérivé du vrai modèle qui est GPT. Donc, le GPT, il a tout. À partir du GPT, on va créer des sous-applications. On va fine-tuner le GPT. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle fine-tuner. On va fine-tuner le GPT et on va trouver ChatGPT. On va utiliser GPT pour créer beaucoup encore d'applications dans différents domaines. C'est tout. Donc, c'est les LLMs qui sont les plus importants. On va apprendre à faire ça. Donc, ils sont entraînés par apprentissage, par renforcement pour effectuer un raisonnement complexe. Vous allez aussi comprendre ce qu'on appelle apprentissage par renforcement. C'est un autre paradigme aussi d'apprentissage. Donc, on dit, ici, notre dit, les modèles de raisonnement réfléchissent avant de répondre en produisant une longue chaîne de pensée interne avant de fournir une réponse à l'utilisateur. C'est exactement ce que je disais. Donc, on dit, les modèles sont excellents dans la résolution de problèmes complexes.
la programmation, le raisonnement scientifique et la planification en plusieurs étapes pour les flux de travail autonomes. Ce qui est drôle, c'est que les scientifiques ont fait des modèles qui sont capables de faire la science. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, OpenAI a parlé dernièrement de Co-AI Scientist. Donc, en fait, tu as un problème, tu donnes ça à DeepSeek et lui te décortique le problème et le résout. Exemple simple, tu veux créer une application, tu lui dis voici l'application, tu lui donnes les spécificités et il te fait tout exactement le travail. C'est exactement ça la force des reasoning models. Ça fait un peu peur, mais ne vous inquiétez pas. Si on est dans la merde, on sera tous dans la merde. Au moins ça. Mais donc, après, j'ai parlé de LLMs. Vous avez vu un peu c'est quoi LLMs. Donc, les modèles de LLMs, il y a GPT-4, il y a Gemini de Google, il y a Mistral de la France. D'ailleurs, c'est le seul modèle je vais vous tacler. C'est le seul, c'est le seul modèle que la France a fait pour être un peu respecté. C'est un modèle assez fort, mais c'est le seul. Bon, Bon, le au moins, Canada eux, a ils quelques ont modèles. essayé. Et ça, ouais, ouais. Mais il est vraiment bon. Il est vraiment très bon. Il est vraiment bon. Mais c'est le seul. Ben, je pense que la France va se faire respecter maintenant. Il y a Yammer de Facebook qui est aussi open source. C'est très important qu'un modèle soit open source parce ça nous permet de voir comment est-ce qu'ils l'ont fait. C'est la transparence. Parce que le problème avec les modèles comme GPT, là, c'est qu'ils créent des modèles avec nos propres données. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé. On ne sait pas s'ils nous espionnent. Ils font sortir un truc et puis nous on paye. Donc, c'est-à-dire, on les aide à donner les histoires et on paye encore. C'est vraiment ridicule. Donc, les modèles comme Mistral, Yamaha, tout ça qui sont open source, c'est-à-dire tout le monde peut avoir accès au code, tout le monde peut avoir accès à comment est-ce que ça a été fait. Bah, c'est beaucoup plus pertinent. C'est pourquoi déjà D'accord. même. Et le Ouais, modèle, au fait, Claude, c'est quoi? Claude, c'est le modèle d'Anthropic. En fait, c'est un modèle un peu comme GPT. Hmm, Ils ont créé, Claude, c'est comme ChatGPT d'Anthropic. Ok. En fait, c'est aussi permis. Mais le problème avec celui-là, c'est que il fonctionnait pas dans le monde entier, hein. Il fonctionnait seulement au Canada et aux États-Unis. D'accord. Donc, c'est américain, Claude? Oui, c'est américain. Au départ, même, il fonctionnait même pas au Canada. Il est hyper bon. Il est hyper bon dans les tâches de programmation, mais il est vrai. Comparé à ChatGPT, je ne dirais pas qu'il est nul, mais comparé à ChatGPT, pour des tâches de créativité, il est nul. Mais pour des tâches de programmation, mathématiques, ça, il est beaucoup plus fort. Donc, ça aussi, c'est une chose. Commencez à utiliser tous les modèles qui existent pour les tester. Est-ce que c'est bon pour vous? Ne vous limitez pas seulement à utiliser GPT, parce que selon ce que tu fais, il y a un modèle qui peut être fort pour ce truc-là. Plus tard, je vais vous montrer des benchmarks. Comment est-ce qu'on fait pour savoir c'est quoi le modèle qui peut être fort dans notre truc? On a des benchmarks qu'on peut faire pour savoir dans quoi est-ce qu'il est fort, selon ce que tu veux faire. Donc, c'est pas un modèle pour tout aussi. Donc, l'apprentissage D'accord. par renforcement, le dernier point, c'est un truc très important, l'apprentissage par renforcement. Ça, c'est mon domaine. En fait, dans l'IA, on a encore des sous-domaines. Donc, ça, c'est vraiment mon domaine. C'est un truc super important. Pour moi, c'est le truc le plus intéressant de l'intelligence artificielle, mais il est très sous-coté. Mais toutes ces innovations qui ont été faites là, ça a été fait par lui. Parce que lui, en fait, comment est-ce qu'il fonctionne? Il fonctionne exactement comme est-ce que les humains fonctionnent. Donc, quand ton enfant naît, pour pouvoir marcher, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à marcher. C'est lorsqu'il tombe, il se rend compte que, OK, quand je marche comme ça, je tombe. Donc, prochainement, quand il s'élève d'une certaine manière pour garder l'équilibre. Donc, c'est un peu ça, comme ça, l'apprentissage par renforcement. Donc, dans l'apprentissage par renforcement, qu'est-ce qui se passe? La machine essaye quelque chose. Et quand elle essaye quelque chose, il y a un résultat. Donc, soit elle réussit, soit elle échoue. Donc, si elle échoue, elle se dit, OK, je ne dois pas faire comme ça, je dois faire de l'autre manière. Si elle réussit, elle continue de faire ce qu'elle fait. Ça fait qu'elle est capable d'apprendre même des choses que même nous-mêmes les humains ne soupçonnent pas. Pour gagner un jeu, elle est capable de tester des choses que nous-mêmes on n'a même pas testées. Donc moi, j'ai travaillé avec les drones, tout ça. Si ce n'est pas avec l'apprentissage par renforcement, tu ne peux pas faire ça. Bon, tu fais ça avec la robotique classique, mais c'est super difficile. Donc voilà. D'accord. OK. Allô? Donc, si vous avez une question, ouais. Oui. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton expérience avec Thales? Je pense que ça pourrait OK. intéresser nos participants de savoir que tu as bossé vraiment sur des projets concrets dans de grandes boîtes. OK. Ouais, avec Thalès, bon, c'est un projet assez compliqué, donc je vais essayer de
Non, sans entrer dans les détails, hein, pas, Ok, je sais que souvent il y a des secrets professionnels, mais d'accord. en gros, dans les grandes lignes, quoi. Ok, donc en gros, en fait, on voulait créer une interface humain-machine. Donc, on a des drones qui sont là. Il y a les drones autonomes maintenant qui conduisent. Et bah, les drones ne sont pas capables de faire certaines choses jusqu'à présent. Donc, ils ont essayé de mettre l'humain dans la loupe. Donc, on va créer un framework vraiment c'est-à-dire un agent qui est capable de dire lorsque le drone est fort que l'humain ou bien lorsque l'humain est fort que le drone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si un humain a sa manette en main qui pilote son drone, mais c'est un moment pilote automatique direct, sans lui demander son avis, on s'en fout. Et ça, le modèle est capable de faire ça directement. Donc, je devais euh, en fait mettre en place des drones autonomes qui peuvent rouler seuls dans des situations assez complexes, hein. Vous connaissez un peu Thales, c'est des choses de la défense, donc vous pouvez vous imaginer. C'est des trucs avec quand il y a le feu et tout ça, situation de détresse et tout ça. Euh, Comment éviter des obstacles quand tu es attaqué, ce genre de choses. Donc, globalement, c'était ça. J'ai utilisé, j'ai fait des simulations, plein de simulations avec parce qu'on ne peut pas utiliser forcément des drones euh, physiques comme ça pour entraîner les modèles. On va péter 10 000 drones. C'est sûr qu'il n'y a pas trop les moyens pour faire ça. Donc, on fait d'abord des simulations avec Unreal Engine et n'importe quel moteur de simulation qu'on connaît. Et après, quand le code est fonctionnel, bah, on le déploie maintenant dans des drones, des vrais drones. Et au-delà de ça, on met des capteurs noted. On appelle ça des ECG, EMG. C'est plus trop entre EMG, EEG, ce qu'on a utilisé. C'est pour le cerveau électro. Ça doit être EEG, c'est plus trop. Donc, en gros, on capte tes activités cérébrales et puis on voit comment est-ce que tu performes pour pouvoir utiliser ça comme une connaissance pour donner au drone pour voir s'il doit passer en pilote automatique ou pas. Donc, comme j'ai dit là, c'est assez compliqué. J'essaie d'expliquer comme je peux. J'espère que vous avez compris. Bien, globalement, c'est Oui, merci beaucoup. ouais, OK. Donc, pour la fin, je voulais juste vous montrer des images. J'ai beaucoup parlé. Donc, je vais juste vous montrer des images. Trois choses qui sont très, très importantes. Ah, OK, d'accord. Mon lien veut m'humilier. Il refuse de s'ouvrir. Je vois un peu. Pourtant, je faisais ça depuis. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, 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 on oui. voit. Oui. Est-ce que vous voyez quelque chose écrit en anglais là? On voit un lien, Moi, je mais vois pas que les liens. d'image. OK, tu vois que. OK, c'est parce que j'ai pas. D'accord. Je vais stopper ce partage. Excusez-moi, ce sont les aléas du direct. Donc, il y a quelque chose de très important dont je voulais parler. En fait, c'est un peu dans le même truc comme les grands modèles de langage là, mais ce sont des grands modèles de langage multimodaux. Bon, qu'est-ce qu'on appelle multimodal? En fait, aujourd'hui, c'est plus comme avant. Avant, on avait des modèles où, pour la connaissance qu'il avait, il y avait un seul mode de connaissance. Ça veut dire quoi? Si je veux créer un agent conversationnel, il faut que, comme connaissance, je lui envoie du texte. OK? Ou bien il faut que je lui envoie des audios. Et lui me répond soit en texte, soit en audio. Ça, c'est ce qu'on faisait avant. Mais on est arrivé à un tel point où on est capable de créer des agents qui sont capables de prendre comme connaissance du test et transformer ce test-là en vidéo, ou bien encore des vidéos, transformer ça en audio, mais n'importe quoi. Donc c'est à ce point-là qu'on est arrivé. En fait, c'est vers quoi qu'on tend à votre avis là, en faisant ça? On tend juste vers des humains. On tend vers ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. Genre, quelqu'un qui est capable de tout faire. Il entend, il entend, il te raconte une histoire, tu lui dis quelque chose, il dessine ce que tu lui dis, n'importe quoi. Donc, je vais pas trop Comme rentrer dans dans les les détails, films. c'est ça. C'est ça, comme dans la science-fiction. On est vraiment là dans la science-fiction. Je peux vous dire que moi-même, je comprends comment ça fonctionne, mais moi-même, je suis stressé. Donc, si vous êtes stressé, c'est normal. Tout le monde est dans le stress. Euh, ouais. Maintenant, une deuxième chose, vous allez aussi entendre beaucoup parler de agentic AI. Donc, ça aussi, c'est un buzz inutile parce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mais bon. Donc, en fait, c'est juste aujourd'hui, on a des modèles. Je vous parle comme ça de modèles, modèles, modèles. OK, on a des modèles, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos modèles? Donc, par exemple, Diomandé, peut-être il est dans la finance.
il a son modèle, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut créer un modèle financier. Donc, le modèle financier va utiliser, enfin, l'agent financier va utiliser des modèles comme GPT, comme Claude, n'importe quoi, et il va se servir de ça pour faire le travail d'un financier. Donc, c'est ce qu'on appelle l'IA agentique, c'est tout. C'est ce qu'ils appellent agentic AI, ça fait beaucoup de bruit. Je vous assure que c'est pour rien. C'est que du buzz. C'est exactement les mêmes choses. Donc, l'agent, il est là, il perçoit son environnement, il raisonne, il agit, il apprend. C'est tout. Donc, si tu as créé ton agent financier, il fait des mauvais calculs, des mauvaises estimations pour des portefeuilles, bah, tu lui dis, écoute, ça, c'est pas ça, il apprend encore et puis il continue. Donc, en fait, tu entraînes un agent pour te remplacer, quoi. Mais c'est pas bien grave. De toute façon, la fin du monde doit arriver. C'est- Non, en fait, on est en train de créer nous-mêmes nos propres remplaçants sans le savoir. Ça. Et puis, qu'est-ce que nous, on va faire maintenant? Non, l'être humain trouve toujours quelque chose à faire, hein. J'ai confiance en nous. Donc, la dernière chose que je vais parler ici, c'est ce qu'on appelle l'IA explicable. C'est ça qui est le plus important pour moi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous disais là. Je peux venir tout à l'heure et puis commencer à faire des projets avec vous. On code des histoires et puis on fait un truc, vous commencez à applaudir. Oh, je sais coder. C'est très mauvais. Parce qu'il faut être capable d'expliquer ce que tu es en train d'entraîner. Et l'IA, c'est quelque chose de très. Il faut être très responsable quand tu fais ce genre de choses. C'est pas que la compétence. D'ailleurs, c'est la seule chose avec laquelle je suis d'accord avec les Européens. Parce que très souvent, je ne suis pas trop d'accord avec les Européens. Mais si ça seulement, ils ont raison. Euh, L'IA, en ce moment, l'IA est faite de façon très, très irresponsable. Quand tu vois les Américains, ils créent des systèmes. Il y a des systèmes qui font littéralement peur. Ici, au Canada, il y a des gars qui créent des histoires. Ça fait littéralement peur. Les Européens, au moins, ils essayent d'expliquer ce qu'ils font. Ils essayent d'encadrer ça. Donc, c'est vraiment ça qui est important, la transparence de quand tu fais quelque chose, comme expliquer aux gens comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que tu collectes les données, est-ce que les données sont utilisées à bon escient, et tout ça. Voilà, c'est vraiment l'IA explicable. Donc, je vais vous mettre ces liens-là, et juste les parcourir et puis aller plus loin avec ça. Et moi je finis un jour de parler de ça. OK. Donc, pour la première présentation, c'est terminé. Si vous avez des questions, on peut y aller. Moi, j'ai une question. Et En fait, pendant la présentation, tu as parlé d'apprentissage par renforcement et tu oui, disais que c'était vraiment ton domaine. oui, Donc moi, ça m'intéresse puisque avec mon association, on a prévu d'organiser une grande conférence sur l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'actuellement, on n'a pas encore choisi de thématique. Initialement, on voulait faire, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de liens, mais je voulais créer un lien entre, euh, en fait, l'intelligence artificielle et les travaux qui sont menés actuellement, en fait, sur la physique quantique, notamment l'informatique OK. quantique. Mais en tout cas, quand je me suis renseigné un peu avec quelques professionnels dans le domaine, ils ont dit que si on veut vraiment attirer du grand public, c'est pas conseillé de parler en fait, de la physique quantique parce que c'est plus réservé à des Merci. universitaires, à des chercheurs, etc. C'est vrai que moi, je suis plus orienté dans ce domaine par rapport à mes convictions puisque j'envisage faire de la recherche. Mais donc, du coup, ça m'amène à revoir un peu la thématique. Et donc, ça m'intéresse un peu au fait. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Et si, par exemple, on doit proposer une conférence, est-ce que tu penses que c'est un domaine de l'IA qui peut intéresser le grand public ou c'est seulement destiné aux professionnels dans le domaine? Euh, bon, je vais pas vous mentir, le buzz de l'apprentissage par renforcement en ce moment, c'est passé. Même dans l'industrie, ceux qui font l'IA et tout ça, ceux qui font l'apprentissage par renforcement sont rares, sont vraiment rares. Les gens ont plutôt peur de ce truc-là. D'ailleurs, je sais pas trop pourquoi c'est ce que j'ai préféré. C'est souvent très bizarre, moi. Euh, Donc, en fait, le truc avec l'apprentissage par renforcement, c'est que ça prend du temps. Comme tu dois entraîner un agent. Pour entraîner un agent, c'est ce que tu as besoin de faire. Tu as besoin de créer l'environnement dans lequel l'agent va apprendre toi-même. C'est pas comme les modèles où on a des données et puis on met des données tac, dans le réseau et puis il sort des résultats. Non. Donc, tu vas créer ton environnement, vraiment le créer tu vas coder ton environnement. Le créer. Après, tu vas créer ce qu'on appelle un système de récompense. Donc, qu'est-ce que tu penses que
quelle fonction mathématique doit être évaluée pour que l'agent performe bien. Par exemple, quand moi je travaillais avec les drones, il y avait beaucoup de physique à l'intérieur. Donc, comme par exemple mon drone il avance vers un obstacle, je calcule par exemple quelle métrique, euh, c'est quelle est la trajectoire qu'il fait. Est-ce qu'il fait une sinusoïde? Est-ce qu'il fait une ellipse? Je sais pas moi. Tu vois, des trucs complexes qui interviennent très vite. C'est du corps à corps avec la science. L'apprentissage par renforcement. C'est pas comme les modèles où directement tu le fais là. Donc, c'est vraiment pas pour tout le monde. Il faut pas que je te montre. C'est absolument pas pour tout le monde. C'est un truc que quand tu le fais, tu dois vraiment maîtriser la science dans laquelle tu l'appliques. C'est-à-dire, si tu appliques l'apprentissage par renforcement dans les finances, tu ne peux pas juste créer un modèle comme ça. Tu dois comprendre vraiment les fonctionnements de la finance, de telle sorte que quand tu crées une fonction de récompense, elle soit bien modélisée pour effectuer la tâche pour la faire réussir un jour. Donc, c'est euh, maintenant, en revenant avec l'informatique quantique, là, c'est quelque chose qui se fait assez bien déjà avec le quantum machine learning. C'est un truc que j'apprends déjà. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est vraiment pas grand public. Parce que déjà, le quantique, là, bah, lui seul déjà, tu essaies de l'apprendre, c'est hyper compliqué. En ce moment aussi, je travaille dessus, c'est hyper compliqué. Le mettre avec encore du machine learning, c'est deux complications qui sont passées. Mais c'est des choses qui existent. Toi et moi, on pourrait en parler parce qu'on se connaît maintenant euh, à huis clos. Mais littéralement, en tout cas, c'est bien pourquoi, la pensée par renforcement, c'est bien de comprendre pourquoi. Parce que tous les modèles qui sont créés aujourd'hui, que ce soit GPT, que ce soit DeepSeek, tout ça, sans l'apprentissage par renforcement, ils ne seraient pas capables. Par exemple, quand on entraîne un gros modèle comme les GPT, on entraîne le modèle et après, on utilise ce qu'on appelle le RLHF, donc le Reinforcement Learning by Human Feedback. En français, ça fait l'apprentissage par renforcement avec retour humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'entraîne mon modèle, je lui dis bonjour. Il me répond bonjour Déot. Donc je demande à ça, qu'il y a une espèce de conversation. Est-ce que le bonjour Déot qu'il a dit, c'est ça? Ça déjà valide le truc. Et lorsqu'elle valide, on crée une fonction de récompense avec sa validation. Donc, non seulement on apprend au modèle d'apprendre à faire des bonnes sorties, mais on apprend aussi au modèle à faire des sorties qui ressemblent à des humains. Donc, sans le RL, on n'aurait pas des réponses aussi fluides comme si on communiquait avec des humains, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est faux. Et je pense, ça c'est ma conviction personnelle, je pense qu'à un certain moment, ça va faire buzz et ça va revenir en haut. Parce qu'on sera bloqué avec les données, avec les histoires de super réseaux. Il n'y a plus trop de super réflexions. On a que des super réseaux, des 700 milliards de paramètres, donc des choses assez dingues. On va certainement revenir à une intelligence artificielle beaucoup plus réfléchie, je pense. Dans un certain moment. D'accord. Donc, bon, je vais laisser l'opportunité aux autres de poser des questions. Après, je reviendrai pour poser une question en lien avec mon domaine, pour C'est savoir bon. un peu quels sont les travaux dans ce sens. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres qui veulent poser des questions. Pas moi. Oui, j'ai une question. Oui, Alors, merci beaucoup, Déot. Ce que je voudrais savoir, je voudrais savoir un peu quelles sont les bases, les compétences de base ou bien les aptitudes de base requises pour une personne qui voudrait euh, développer ou travailler dans le domaine de l'intelligence artificielle. euh, je ne vais pas te donner une réponse classique comme très souvent les gens donnent. Ils font peur aux gens, ils disent, non, il faut être Hmm. bon en maths. En fait, c'est pas vrai. Euh, je te dirais, euh, aujourd'hui, il y a deux choses. Si tu veux être dans la recherche, il n'y a pas de, il y a Mhm. pas de, il y a vraiment pas d'option. Il faut être vraiment bon en maths et puis bon en informatique aussi. Donc, même si c'est pas super, super encore là, mais bon en informatique, mais surtout en mathématiques. Probabilité, statistique, algèbre binaire. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire la recherche en IA. Maintenant, quand tu dis dans l'IA, c'est gros. Il y a beaucoup de choses. Donc, il y a data scientist, scientifique de données, il y a ingénieur de données, il y a, il y a plusieurs corps. Il y a analyse de données, il y a plusieurs corps. Si, par exemple, tu veux devenir analyste de données, tu apprends les outils d'analyse de données. Donc, on a des données, on a des outils comme Power BI.
tu apprends cet outil-là, comment il fonctionne, sur YouTube, ou bien sur des choses comme Coursera ou bien Udemy, ça va fonctionner. Il y a pas de, tu ne pourras pas certainement devenir AI ingénieur, ça je ne te mens pas. Devenir ingénieur en IA comme ça, tu vas devoir faire beaucoup plus de certifications, beaucoup plus de cours. Mais pour avoir des postes comme ingénieur de données, qui sont aussi, parce que attention, vraiment, sans les données, l'IA n'est rien. C'est pourquoi je fais exprès de vous parler d'analyse de données, ingénieur de données, tout ça. Pour faire ces métiers-là, bah, tu n'as qu'à apprendre avec des certificats. Je te jure, hein, dès que tu prends une certification from scratch de zéro jusqu'à la fin, il n'y aura pas de problème, tu vas comprendre. Ensuite, Ok. quand tu rentres dans ces domaines-là, ça va te permettre de côtoyer des personnes qui travaillent avec des modèles. C'est-à-dire, toi, tu vas travailler avec les données et tu vas donner les données aux data scientists. Ils vont utiliser ces données-là pour faire des prédictions. Vu que maintenant, on travaille très souvent en agile, c'est-à-dire les personnes qui font les données, les personnes qui font les modèles, vu qu'on travaille très souvent dans les mêmes équipes, bah, tu vas voir. Tu vas voir comment est-ce qu'ils utilisent des modèles pour faire trucs. Avec l'expérience, je pense que tu pourras rentrer dans les domaines assez facilement. Donc, si tu es quelqu'un, tu es bien en maths, tant mieux. Va vers l'IA directement. Tu es bien en maths, un peu en programmation, va vers l'IA. Si tu es quelqu'un, tu n'es pas vraiment bien en maths, apprends la programmation, fais des certifications sur l'IA, ça sera cool. Parce que presque tout le monde sait aujourd'hui. Je ne sais pas si je réponds à ta question. D'accord, oui. Merci beaucoup. Ok, moi j'ai une question à la suite d'Ariane pour éclairer, hein, parce qu'il y a certains qui ne sont pas dans le domaine scientifique, donc qui n'ont pas fait assez de maths. Et aujourd'hui, on sait qu'il est important de s'intéresser à des filières scientifiques, hein, pour ceux qui veulent se reconvertir, en tout cas dans, dans le domaine informatique, en tout cas. Supposons quelqu'un, par exemple, qui... euh, comment je peux dire ça? Si aujourd'hui, je dois conseiller un étudiant en licence de mathématiques qui se pose la question, bon, je fais les maths, comment du jour au lendemain je peux faire l'IA si je n'ai fait que les maths? OK. Pour Est-ce que mon tu dis, université, par exemple, ouais. euh, pour ceux qui sont bons en maths, ils peuvent facilement faire de la recherche en IA, c'est-à-dire s'orienter dans des métiers comme data scientist, ainsi de suite. En fait, comment on fait le lien? Si la personne ne sait pas coder, elle fait que les maths. Donc, en statistique, algèbre linéaire, c'est OK. Elle performe. Comment elle fait elle fait le lien, en fait, avec l'IA parce qu'on a l'impression que c'est informatique, il faut savoir coder. Comment on fait le lien? En fait, en fait, c'est ça, c'est le piège dans lequel plusieurs personnes tombent. Moi, si je devais créer une école, hein, s'il y avait un département de mathématiques, l'IA serait dans le département de mathématiques, pas dans le département d'informatique. Parce que on a, je te dirais, je préfère un étudiant qui a fait une licence en mathématiques sans toucher l'informatique qu'un étudiant qui a fait l'informatique sans toucher les maths pour venir en IA, pour faire la recherche. Pourquoi? Parce que on, co- je veux dire, les codes qu'on fait en IA, ce pas les codes les plus hardcore. Par exemple, ceux qui font du système design, ils font des codes plus hardcore que des gens qui font de l'IA. C'est plus comprendre comment est-ce qu'un algorithme fonctionne. C'est ça qui est plus compliqué. Comprendre mathématiquement comment est-ce qu'un algorithme fonctionne et ensuite être capable de retranscrire comment est-ce qu'il fonctionne là mathématiquement dans ton code. Et ça, pour apprendre à coder, là, moi je te dis, un mathématicien pour apprendre à coder, ça lui prend maximum 6 mois. Je te montre comment mettre en place les algorithmes. Pourtant, si quelqu'un a raté la base en mathématiques et il a fait une licence en informatique, c'est c'est pas en 6 mois qu'on rattrape, c'est on rattrape comment on calcule les divergences de cœur black label, quoi. Ma chance, c'est que moi, j'étais vraiment bon. Bon, peut-être, je ne vais pas mentir, du moins, va témoigner parce qu'il me connaît. J'étais vraiment bon en maths en terminale au lycée. J'avais une certaine base. Même si j'ai fait après génie informatique, où je n'ai pas fait super les maths, mais c'était facile pour moi de prendre des livres et puis de lire comme ça et puis de comprendre. Sinon, en vrai de vrai, comparé à des gens qui ont fait maths comme je fais par exemple à lycée, à l'université, moi, je n'avais pas le niveau. Mais c'est juste que bah, avec mes aptitudes d'avant, là, ça a marché. Sinon, la plupart de mes amis qui ont fait ça, je ne vais pas vous mentir, ils sont sortis du programme.
La plupart de mes amis qui ont fait la licence en informatique et puis sont venus en IA, ils sont sortis du programme. Je connais deux. Donc, le lien, c'est quoi? Le lien, c'est que tous les algorithmes d'IA, là, ils fonctionnent avec les maths. Donc, déjà, si tu comprends ça, apprendre comment faire ça numériquement, là, c'est pas si compliqué que ça. Ça va te prendre 6 mois. Max. D'accord, d'accord. J'ai posé ces questions parce que la vidéo est enregistrée, hein, donc il se peut que demain, il y ait des personnes qui, voilà, qui suivent ça, puisque ce sont des supports que nous allons précieusement garder. Donc, forcément, on va rencontrer des gens qui se posent ces genres de questions. Donc, tu apportes la réponse. Merci. C'est bon. Vous avez d'autres questions? Parce que attends, c'est pas fini. J'ai deux choses à vous montrer si vous n'êtes pas fatigué. Donc, j'espère que vous ne me posez pas toutes ces questions parce que vous pensez que je vais m'en aller. Il y a le temps. Donc, si vous avez des questions, si vous n'avez pas de questions, je pourrais avancer avec d'autres choses si vous n'êtes pas fatigué. Totalement. Bon, personne ne répond, donc je suppose que la Euh, réponse est je peux bon, continuer. moi, j'ai beaucoup peux de questions. continuer. Ah, ok, d'accord, tu as beaucoup de Bon, une questions. dernière question et puis on va avancer. Vas-y, vas-y. Euh, bon, en fait, ça peut me situer un peu, hein, peut-être pour ceux qui ne sont pas forcément en informatique aussi. Généralement, je sais, tu connais un peu les modèles OSI, modèles TCP/IP, Mhm, etc. Et lorsqu'on parle d'applications, par exemple les chats GPT, on les situe au niveau de la couche applicative. mhm. Tu vois. Donc aujourd'hui, avec les modèles DeepSeek, tout ce qui est développé, est-ce que, bon, je ne m'y connais pas trop, hein, toi qui es dans le domaine, est-ce qu'aujourd'hui, les modèles qui sont développés, on développe aussi des modèles pour l'infrastructure informatique? Parlons vraiment de chaque couche, et même pour parler au niveau de la couche 1, par exemple, avec tout ce qui est câble, etc., tout et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les modèles qui sont développés, on développe par exemple des robots dotés de l'IA capables vraiment de mettre en place une infrastructure informatique, faire de la maintenance au cas où. Et même Ok. au niveau de la configuration des switches, des routeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des robots moteurs mais dotés d'une IA capable de faire la configuration? Ou bien est-ce qu'on a déjà créé voilà, des logiciels pour faire de manière automatique, au fait, la configuration des serveurs, etc. Ok, ok. Bon, je vais essayer de répondre d'une façon générique. Bon, je vais commencer d'abord par un exemple. Je ne vais pas forcément parler de routeur et tout ça, parce que c'est pas le projet sur lequel j'ai travaillé. Mais par exemple, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était dans le domaine de la cybersécurité. Il est à Orange. Donc, en fait, son projet, c'était d'avoir un modèle qui est capable de détecter les attaques qu'on a sur un site web, mais avec des attaques injection SQL, ce genre de choses. C'est tellement tu connais de quoi je veux parler. Tous ceux qui ne sont pas trop techniques, en fait, c'est juste on attaque ton système et nous, on veut créer un système de IA qui est capable de voir que c'est une attaque et puis bloquer ça. Donc, vous voyez que ça, là, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ChatGPT, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment un autre paradigme, là. Et il fallait traiter avec les pare-feux, ce genre de choses. Et lui, bah, c'était son projet de faire une étude, par exemple, à Orange. Et je l'ai aidé à travailler avec ça. Et puis, j'ai vu comment est-ce qu'on pouvait appliquer, enfin, je savais déjà, mais j'ai vu comment est-ce qu'on pouvait personnaliser des modèles à tous ces trucs-là. C'est pourquoi le plus important en IA, c'est pas tant de savoir est-ce qu'on peut utiliser l'IA dans tel domaine. En vrai, la question, c'est oui, on peut utiliser l'IA dans tous les domaines. Mais la question phare à se poser, c'est comment est-ce que tu représentes tes données? Parce que on a partout, dans tout ce qu'on fait, que tu travailles dans l'administration réseau, il y a des données. C'est sûr qu'il y a des données. Par exemple, quand tu crées les routages, les circuits des paquets, là, c'est sûr que ce sont des données. Tu peux collecter ces données. Quand tu travailles en finance, tu as des données financières. Quand tu travailles dans la communication, par exemple, un gars qui fait de la communication, bah, quand il parle, il veut que quelqu'un prenne des notes, par exemple. Il y a un système d'IA qui prend les notes. Donc, on peut utiliser ça partout. Sauf que tu dois savoir représenter tes données et puis savoir choisir un modèle qui va te permettre de faire ça. Et que ça fait faire bien de poser la question parce que quand on parle d'IA aujourd'hui, les gens pensent à ChatGPT. Ce n'est pas vrai.
C'est pourquoi moi, je voulais commencer par vous montrer les machines learning traditionnelles pour que vous puissiez créer des modèles, quel que soit où vous soyez, avec quelles que soient les données que vous avez. Parce que quand on parle comme ça, on a l'impression que, ah ouais, non, ChatGPT, c'est pas ça que de l'IA. Comme ce que Christopher vient de dire exactement, on peut, oui, créer des robots qui vont faire ça à sa place, qui demandent. J'ai oublié un peu, excuse-moi, j'ai oublié un peu tout le modèle OSI, là, c'est comme ça. Mais la réponse est oui, mais je vais montrer à tout le monde en même temps qu'on peut appliquer ça à n'importe quel domaine. C'est juste le problème, le bémol, c'est comment représenter tes données, toujours. C'est ça le problème, c'est ça le nerf de la guerre. À part ça, dès que tu arrives à représenter tes données, tous les modèles qui existent déjà, qui ont été créés, sont capables de prendre les données. Enfin, à moins que toi, c'est un problème super hors du commun. J'ai jamais vu ça. C'est un problème hors du commun. Par exemple, moi, je travaille en ce moment sur un truc, des données EMG. Donc, en gros, on veut diriger un véhicule avec les gestes. Donc, tu ne touches pas le volant, tu fais juste les gestes comme ça et le véhicule bouge. Donc là, on est quelque chose dans le traitement du signal. J'ai des capteurs sur mon bras. Et puis, quand je récupère ces données-là, ce sont des signaux. Et ces signaux-là, j'utilise ça pour traiter. Donc, tu vois, des trucs assez complexes comme des signaux, on peut encore utiliser ça pour faire des liens. Donc, on peut tout utiliser. Il suffit de savoir bien modéliser, de savoir bien représenter les données. D'accord, merci beaucoup. J'espère que j'ai pas perdu le grand monde. Hein. J'aime vraiment pas parler dans les... J'aime vraiment pas parler seul. Ça va. Non, non, Ok, non, 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 c'est pas possible. c'est bon. Ok. Quelqu'un a une autre question ou on peut continuer? Bon, je pense que ce silence, ça veut dire on peut continuer, mais tu parles trop. On peut continuer. On peut continuer. Ok, est-ce que là, vous voyez mon écran? Moi, pas Non. encore. Pas encore. Ok. Pas encore. Ok, 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 ok. Et là maintenant? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais pas s'afficher. Bon, oui. Excusez-moi, j'ai toujours deux écrans, donc je sais vraiment pas toujours lequel que je partage. Ok, c'est bon. Je crois que je sais maintenant ce que je partage. Ok. Donc, les agents, on sait maintenant, on est tous d'accord, on sait maintenant ce qu'on appelle un agent. Donc, ça peut être n'importe quoi, on s'est dit. Un agent intelligent maintenant, c'est un agent qui prend des décisions basées sur son environnement. Donc, ça, je pense qu'on va pas revenir dessus. Qu'est-ce qui se passe? Bien, attends. Ok, c'est bon. Donc, je vais vraiment pas revenir parce que j'ai beaucoup parlé sur ça. On va vraiment pas durer dessus. Donc, l'agent, quel soit son environnement, il fait des actions. Il fait des actions avec quoi? Avec ce qu'on appelle des effecteurs, ou bien encore en anglais, actionners. Euh, il perçoit l'information avec des capteurs. Il faut avoir quelque chose pour capter l'information. Il faut avoir quelque chose pour faire l'action. C'est tout. Dans un environnement. Donc, par exemple, on a un aspirateur ici. Comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, il veut nettoyer le sol. Donc, ça, c'est la saleté qui sont représentée comme ça, comme des bouts de manioc. Donc, on veut nettoyer ça ici. Euh, donc, il faut que l'agent soit capable d'exécuter l'action qui maximise sa mesure de performance. C'est de ça que je vous parlais. Il y a toujours des mesures de performance. Parce que si tu crées ton agent, il faut qu'il soit capable de l'évaluer. Donc, la mesure de performance en question, elle est externe, elle est fixée par toi, par le concepteur. Le robot, lui, bah, ChatGPT, là, lui, a donné une bonne réponse ou pas. Il sait pas, lui, il s'en fiche. Il fait que donner des réponses. C'est toi qui dois mesurer pour lui dire, écoute, tu as mal fait. Donc, les mesures de performance sont adaptées à chaque tâche. Selon la tâche, tu crées une mesure de performance. C'est pourquoi on ne recopie pas le travail des gens. On fait une mesure de performance qui ressemble à notre travail et puis on évalue notre agent. Donc, pour choisir, faire le choix de la mesure de performance, il faut faire attention à ce qu'on choisit. C'est ça. Par exemple, dans notre exemple là, la quantité de saleté ramassée en 8 heures, est-ce que vous pensez que c'est un bon choix de mesure de performance pour un agent qui veut nettoyer la saleté? Est-ce que vous pensez que la quantité de saleté ramassée en 8 heures, c'est un bon choix de mesure de performance? C'est que ne trichez pas.
Ne regardez pas les prochaines trucs. Je vous faites confiance. Est-ce que la quantité de C'est saleté quoi là? ramassée en 8 heures? Pas ça? En fait, il doit ramasser. Il doit nettoyer normalement. Il doit nettoyer normalement la saleté qui est sous le sol. Maintenant, moi, je demande si la quantité de saleté ramassée en 8 heures, est-ce que c'est une bonne mesure de performance? Je pense pas. Quelqu'un d'autre? Ouais, moi aussi, je ne pense pas. Je pense pas. Moi non plus. Bon, d'accord. Pourquoi vous pensez pas? Pourquoi vous pensez pas? Ceux qui n'ont pas triché, et ceux qui ont triché, ça compte pas. Parce qu'en fait, là, les paramètres sont flous pour moi. C'est pas bien défini. Hmm. Ok, ok. C'est une bonne réponse. Euh, qui d'autre? Bien, vous avez dit ça comme ça. Ok. Donc, en gros, le vrai problème, c'est que l'agent pourrait ramasser la saleté et puis redéposer, ainsi de suite. Donc, tu dis à l'agent, euh, je vais te, si tu ramasses le maximum de choses en 8 heures, je te donne un pouce bleu. Donc, lui, il s'en fiche. En 8 heures, il ramasse, il dépose, il ramasse, il dépose, il ramasse, il dépose, il ramasse, il dépose. Il a ramassé. Il n'a pas ramassé. Il a ramassé. Donc, Ah, là, c'est une mesure qui est mauvaise. Ouais. Donc, c'est pour ça la façon dont tu mesures ton argent va permettre à l'argent d'évoluer ou pas. Si tu le mesures mal, tu auras beau utiliser tous les bons algorithmes du monde, il ne va pas bien fonctionner. Il va faire ce qu'on appelle le hacking de fonction de récompense. Donc, une meilleure option, c'est quoi? C'est de récompenser l'argent pour un plancher propre. Voilà. Tu lui dis, il faut que ça soit propre. Tu t'en fous de comme s'il a ramassé ou bien pas, il faut que ça soit propre. Donc là, il va s'arranger. S'il doit ramasser pour jeter ça quelque part, il va le faire ainsi de suite. Donc, c'est ça. Maintenant, on dit un exemple encore. Un point pour chaque carré propre à chaque intervalle. Donc, chaque carré propre, chaque carreau, c'est propre à chaque intervalle de temps. Il lui donne un point. Ça peut pénaliser avec l'électricité qu'il consomme. Donc, s'il fait trop, trop, trop de mouvements, il va consommer beaucoup d'électricité. On dit non, pas faire trop de mouvements, mais enlève juste. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça. Ok. Donc, pour l'environnement, quand on parle d'environnement, dans la première étape de la conception d'un agent, il faut avoir l'environnement. L'environnement, c'est mesure de la performance, environnement en question, parce qu'il y a des types d'environnement. Environnement de la tâche, ça veut dire tout ce qui contient ça, la mesure de performance, l'environnement dans lequel il travaille, les effecteurs, les capteurs. Ça, on a vu ça en haut, donc pas besoin de gérer dessus. Un exemple encore intéressant. On a un conducteur de taxi automatique. Déjà, il y a ça déjà aux États-Unis. Moi, je dois partir à New York pour faire juste pour ça. Euh, Ils appellent ça Waymo. Donc, en gros, on a le conducteur de taxi automatique. Les mesures de performance, ça peut être la sécurité, ou bien la vitesse, ou bien la légalité, ou bien le confort, ou bien les profits. Donc, en gros, tu peux avoir un conducteur de taxi automatique qui est basé sur la sécurité. Ça peut devenir long parce qu'il veut tout faire il veut tout faire sécurité, sécurité, sécurité. Donc, même si tu es pressé pour aller au travail, lui s'en fout. S'il faut que ça fasse 10 heures qu'il touche personne, il va faire 10 heures. Donc, c'est pas forcément la meilleure métrique. Si tu le bases aussi sur la vitesse, il va devenir dingue. Il risque de quitter avec toi à Paris à 7 heures et puis arriver, je sais pas moi, à Lille à 7h03. Bonjour les accidents. Euh, Si c'est la légalité aussi, tu vois, on est d'accord, des fois, on fait des petits, il y a l'embouteillage, donc tu dois bouger un peu sur la gauche, un peu. Mais lui, non, la légalité, ça sera la légalité. Donc, vous voyez que chaque métrique peut avoir des problèmes. C'est pourquoi on utilise plusieurs métriques, mais des combinaisons de métriques pour avoir des bons systèmes, pas seulement une seule métrique. Donc, pour les environnements, dans ce cas, on peut avoir des routes ou bien encore d'autres autos. D'autres autos peuvent représenter ces environnements. Par exemple, si on veut qu'ils conduisent d'un point A à un point B, la route, c'est l'environnement. Mais si on lui dit, par exemple, euh, la tâche, c'est de ne pas cogner quelqu'un, son environnement réel, ça devient les autres voitures. Donc, c'est comme s'il conduisait et puis l'environnement, c'était les autres voitures. Donc, ainsi de suite. Ça peut être les piétons, ça peut être les clients, ça peut être l'ensemble de tout ça, son environnement. Ça devient beaucoup plus complexe. Plus il y a d'éléments dans l'environnement, plus c'est complexe. Vous voyez, l'environnement de ChatGPT, par exemple, il est hyper simple. Son environnement, c'est juste l'interface de conversation. Par contre, il peut devenir super compliqué, comme quand on utilise un taxi automatique. Donc, les effecteurs, dans ce cas-là, c'est quoi? Les volants, c'est-à-dire ce qui permet de faire les actions. Il y a les volants, il y a l'accélérateur, il y a le frein, il y a le clignotant, n'importe quoi. Tout ce qui peut être utilisé pour faire l'action. C'est ce qu'on appelle effecteur. Maintenant, les capteurs, c'est pour percevoir l'information.
Donc, pour percevoir une information, euh, il peut avoir une caméra, il perçoit l'information avec des caméras. C'est-à-dire, moi, je défile devant lui, la voiture a des caméras, il me perçoit, elle s'arrête. Il peut avoir des GPS, des sonars, et puis bien, je vais vous éviter des capteurs assez complexes. Et- ok. Donc, tout ça, c'est bien beau, mais ce qui nous importe le plus, c'est d'avoir des agents apprenants. Parce qu'on peut avoir des agents, on peut créer des mesures de performance et tout ça, mais il faut qu'on ait des agents qui sont capables d'apprendre. C'est là maintenant que que tout devient intéressant. Donc, l'apprentissage permet de faire quoi? Permet de simplifier la conception d'un agent. Ça permet à l'agent d'avoir plus de flexibilité, c'est-à-dire qu'il peut tester des choses même que nous-mêmes auxquelles on n'a jamais pensé. L'agent peut agir aussi dans des environnements inconnus et devenir meilleur avec le temps. Tu peux entraîner ton environnement, ta voiture aux États-Unis et tu prends cette même voiture-là, tu envoies en Côte d'Ivoire juste parce que la voiture a été capable d'apprendre des patterns de ce qu'on appelle le code routier, puis la route, puis des gens, tout ça. La voiture est capable de performer aussi à Abidjan. Voilà. Ton système de finances, vu que tu as utilisé des systèmes financiers, tout ça, des documents financiers, tout ça, plein de documents financiers, il est tellement fort que lorsque tu le prends pour gérer les comptes comptables, je sais pas, moi, d'une autre entreprise, ou bien les portefeuilles des clients d'une autre entreprise, bah, il fonctionne bien aussi. Ce qu'on appelle la robustesse des systèmes. OK. Donc, ça, c'est fini. Ça, c'était assez rapide. Est-ce que quelqu'un a des questions sur ça aussi? Bien, si je dois revenir Pour sur moi, quelque c'est chose, clair. ça, c'est clair. J'espère que je vous saoule pas trop. Si je vous saoule, dites-moi. C'est bon. Est-ce que vous pensez que jusqu'à présent, je dis des choses techniques ou bien c'est tout le monde arrive à digérer quand même? Ça va, hein? Ça va pour l'instant. Ouais, dans l'ensemble, OK. ça va. OK. Bon, lui, de la manière dont il a dit dans l'ensemble, là, c'est que il y a il y a des C'est zones que d'ombre. Il y a Il y a il y des a des zones zones d'ombre. top, mais après, je vais couper les questions au bouillon, on sait jamais. Oui, oui, oui. Rapidement. De toute façon, c'est des choses que je vais partager. Bon, c'est sûr que je vais bien les retoucher, puis vous partager les PowerPoint. Vous pouvez avoir ça sur Internet aussi, hein. Mais c'est juste, ça vous permet de vous canaliser sur quoi bosser, par exemple. La dernière chose là, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, oui. OK. Oui. Donc, Oui, on le comme, voit. non, 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 non. Voilà, on ne voit plus l'écran. Ouais, c'est bon. Ça, là, je fais exprès. Ok. Là, je fais exprès. OK. Donc, la dernière présentation, je crois que, ouais, il me reste encore full de temps. Je ne vais pas trop vous assommer avec ça, mais c'est vraiment le plus important. Donc, tout ce qu'on faisait jusqu'à présent, là, j'essayais d'avoir le même langage que vous. C'est ça que demain, quand je dis, on a fait notre agent et tout ça, c'est quoi l'environnement, tout ça, on sait de quoi on parle. On n'a encore rien fait. Donc, ceux qui sont déjà fatigués, excusez-moi. C'était juste une entrée en matière pour qu'on se comprenne. Mais ce qui est important, c'est l'apprentissage. C'est avec ça que, enfin, c'est ça que je veux vraiment travailler avec vous. Je veux qu'on soit capable ensemble de créer un modèle pour l'Église. Par exemple, euh, Christophe m'a donné une superbe idée la dernière fois. Un frère se sent pas bien. Au lieu d'aller sur ChatGPT pour demander des conseils, ils vont lui donner des conseils sur derrière. Enfin, il demande des conseils directement un modèle qui a été fait à l'Église sur la base de la parole de Dieu, tout ça. C'est possible de le faire. C'est avec ça que je vais arriver avec vous. Donc, pour faire ça, il faut qu'on soit capable d'apprendre à nos machines à apprendre. Donc, c'est le truc capital qui est ici. Donc, quand on parle d'apprentissage, la première chose qui vient en tête, attends, ouais. Quand on parle d'apprentissage, la première chose qui vient en tête, c'est l'apprentissage automatique. C'est de ça que tu fait parler tout à l'heure, le machine learning. Donc, en gros, l'apprentissage automatique, comme je l'ai dit, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui vise à permettre aux ordinateurs et aux machines d'imiter la manière dont les humains apprennent, d'exécuter des tâches de manière autonome et d'améliorer leur performance et leur précision grâce à l'expérience et à l'exposition à davantage de données. Donc, tu apprends à ton fils à la maison à faire du karaté. Toi, vu que c'est ton fils, tu le tapes pas fort et tu le laisses aller au dehors, se battre avec ses amis. Ils vont le taper fort, il va comprendre qu'il n'a rien appris. C'est exactement ce qui fonctionne avec l'apprentissage automatique. Tu as des données dans ton entreprise, tu as entraîné ton modèle sur ces données-là.
il fait 90% de réussite. Tu dis bravo, il est fort. Tu prends des données d'autres personnes, tu testes dessus, 15%. Tu es frustré. Donc, c'est tout l'enjeu qui est là. Comment apprendre et comment mesurer les performances pour avoir un bon modèle qui est robuste à toutes sortes de situations. OK. Donc, l'apprentissage, quand on parle d'apprentissage automatique, c'est divisé en deux branches, enfin, en plusieurs branches. Non. Un, deux, trois, en trois branches, voire même quatre. Mais je vais dire trois. Donc, l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, non, je vais dire quatre plutôt. L'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage semi-supervisé et l'apprentissage par renforcement. Donc, l'apprentissage supervisé, c'est quoi? Euh, c'est juste que tu as des données et sur chaque donnée, là, tu as ce qu'on appelle un label. Par exemple, tu as des des photos d'hommes et de femmes. Sur chaque photo d'homme, c'est marqué homme. Sur chaque photo de femme, c'est marqué femme. De sorte que ton modèle, ensuite, quand il s'entraîne sur ces données-là, il est capable de dire, OK, celui-là, c'est une femme, celui-là, c'est non. Ça, c'est vraiment l'apprentissage supervisé. On a des données et des labels. Retenez ça, données et labels. C'est un apprentissage supervisé. Dans l'apprentissage non supervisé, on n'a pas de labels. C'est-à-dire, on a un ensemble de données comme ça. Tu peux avoir, je sais pas moi, plusieurs élèves. Tu as plusieurs élèves et tu n'as pas une étiquette sur la tête des élèves. Là. C'est pas, ça n'a pas écrit sur la tête élève turbulent, euh, élève gentil, élève méchant. Non, il s'agit des élèves. Et toi, maintenant, tu veux être capable de trouver les élèves turbulents, les élèves brillants, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est l'apprentissage non supervisé. Il n'y a pas d'étiquette et tu dois regrouper ces éléments-là sans étiquette, sans label. Il y a l'apprentissage semi-supervisé maintenant. Dans l'apprentissage semi-supervisé, c'est entre le supervisé et le non supervisé. C'est-à-dire, on n'a pas assez de données labellisées, c'est-à-dire on n'a pas assez de données avec le nom, mais on a quand même des données. Donc, à partir de ces données labellisées, là, on va pouvoir trouver un système qui est capable de générer encore des étiquettes pour d'autres données, de sorte à avoir plus de données labellisées pour faire notre entraînement. Et à l'apprentissage, maintenant, par renforcement, mon chouchou, qui est l'apprentissage qui permet d'apprendre comme un humain, l'apprentissage qui apprend d'un environnement, tu lui donnes des récompenses et selon sa récompense, il prend des bonnes décisions. Donc, ce sont les quatre types de. Je ne vais pas tout lire pour vous embrouiller, mais c'est vraiment les quatre paradigmes. Si quelqu'un a des questions ici, il peut poser sa question. Ça va. Ok, ça va. Ok, maintenant, pour l'apprentissage supervisé. Donc, on va rentrer maintenant dans l'apprentissage supervisé. Il y a un processus à suivre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier lieu? Il faut identifier le type de données d'entraînement. C'est de ça que je parlais tout à l'heure avec Christopher. Les données, les données, les données. Quelles sont mes données? Quelles sont les données que je peux utiliser pour réaliser cette tâche-là? Assembler et étiqueter les données. C'est ce que j'appelle labelliser aussi. Étiqueter, labelliser, c'est deux mots interchangeables. Donc, il faut assembler les données. Quelque part, les stocker quelque part. Il faut les étiqueter. Ça va faciliter la tâche. Il faut diviser les données en trois groupes. Ça, c'est très important. Avoir les données d'entraînement, avoir les données de validation et les données de test. Entraînement parce que apprendre tu vas apprendre à ton système à faire quelque chose sur certaines données. Validation parce que tu vas affiner ce modèle-là pour le rendre encore plus fort, encore plus robuste par des changements. Et puis le test maintenant pour voir si tout ce que tu as appris là, ça marche vraiment sur des données que l'agent n'a jamais vues auparavant. Ok. C'est ça. Donc après ça, maintenant, tu choisis un algorithme d'apprentissage. Il y a plusieurs algorithmes qui existent déjà. Tu n'as pas besoin de- d'être Einstein, de recréer tout from scratch. Excusez-moi de l'anglicisme. Tu vas utiliser le bon algo pour entraîner ton modèle. Et ensuite, tu vas valider, tester le modèle et tu vas surveiller les performances. D'ailleurs, quand on arrive à valider et tester le modèle, très souvent, les gens pensent que c'est la fin. Pourtant, c'est le début. Parce qu'à partir de là, on surveille les performances. Parce un modèle peut se détériorer dans le temps. Il peut avoir des nouveaux types de données. Il peut avoir des changements, de grosses variations dans les données. Donc, il faut toujours surveiller la performance et réentraîner le modèle quand c'est possible. Dès que tu as déployé le modèle, tu dois le surveiller. C'est la partie même la plus importante d'ailleurs. OK. Euh, ouais, après, donc, dans les types d'apprentissage supervisé, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a, on a la classification et on a la régression. Ça, c'est les deux types d'apprentissage, classification et régression. Donc, dans la classification, c'est juste quoi? C'est juste que tu as des catégories. Par exemple, tu veux classifier des hommes et des femmes. Donc, tu as deux catégories, hommes et femmes. Donc, pour pouvoir faire ça, il y a plusieurs algorithmes aussi qui servent à faire ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails des algorithmes. Je ne vais même pas vous saouler avec ça. On va faire ça la prochaine séance. Il y a il y a des classificateurs linéaires, des super vecteurs machines, des arbres de décision,
des KNN, des forêts aléatoires. Tout ça, je vais vous montrer comment est-ce qu'on implémente ça d'une façon pratique. Je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne vaguement, et je vais vous expliquer comment on implémente ça d'une façon pratique et dans quel contexte on peut les utiliser. Ça permet de faire des classifications. Et il y a le deuxième type d'apprentissage supervisé, ce sont les régressions. Donc, dans les régressions, c'est quoi? On n'a pas de catégories. On veut prédire des valeurs. Par exemple, tu as des visages de personnes et tu veux prédire l'âge d'une personne. Tu ne peux pas énumérer toutes les catégories d'âge qui existent. En fait, si tu peux, il n'y a pas quelqu'un qui dépasse 100 ans. C'est un mauvais exemple. Mais, par exemple, prenons la fortune de quelqu'un. Tu veux estimer les fortunes. Tu vas forcément déterminer toutes les fortunes qui existent dans le monde pour faire des catégories. Donc, du coup, ça sera des prédictions de valeurs. On appelle ça de la régression. Donc, il y a aussi des algorithmes qui permettent de faire ça. Des algorithmes de régression linéaire, de régression logistique et de régression polynomiale, qu'on va voir aussi plus tard. OK. Donc, j'ai pris quelques algorithmes d'apprentissage supervisé, par exemple, faciles, vraiment les débuts, pour vous montrer d'un exemple comment ça fonctionne. Donc, ici, on a des données comme ça. Euh, on a des données de température, humidité, de vent, et on veut déterminer si on sera capable de jouer à notre match de football. OK? Donc, ces données-là vont nous permettre d'entraîner notre classificateur de Bayes. C'est vraiment un truc de probabilité et tout ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça permet de trouver la probabilité pour laquelle euh, on appartient à une certaine catégorie. Donc, on va calculer des histoires avec les probabilités et tout ça que vous n'allez pas faire. Moi, je vais vous montrer comment on fait ça directement avec du code. Voilà, c'est ça. Donc, voici un peu un exemple de code. Ne vous laissez pas intimider. C'est juste un outil qu'on appelle scikit-learn. C'est ce qu'on va utiliser pour faire nos algorithmes de machine learning que je vais vous montrer. On appelle ça scikit-learn. Et ils ont tout implémenté. C'est juste suivre comment est-ce que ça fonctionne, utiliser nos propres données et les fouiller dedans. Puis on aura nos résultats. Donc, voilà. Je ne vais pas aussi rentrer dans les détails du code, c'était juste pour vous impressionner. Euh, donc, après ça, la régression linéaire aussi, voici comment c'est implémenté dans scikit-learn. Donc, vous voyez, c'est des choses, en fait, c'est un peu comme des Allô? On n'entend plus? Allô? Excusez-moi. Vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. Ok. J'ai l'impression que j'ai plus ça dans mon casque. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, excusez-moi. Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Ok. Donc, on a la régression linéaire, voici comment c'est implémenté. Donc, je disais tout à l'heure, les codes là, c'est pas grand-chose, les codes informatiques aussi. C'est un peu comme vos codes que vous avez en comptabilité, votre façon de parler, votre langage en comptabilité et en finance, le langage de l'agriculture, tout ça. Nous aussi, c'est notre langage. Il est certainement plus laid, mais c'est notre langage. Donc, c'est des trucs qu'on peut apprendre assez facilement. Enfin, je mens. Pas assez facilement. Mais avec des outils comme ChatGPT, comme ça, aujourd'hui, on peut apprendre ça plus facilement qu'avant, par exemple. Ouais. Donc, c'est comme ça D'accord. qu'on implémente des régressions linéaires avec Scikit-learn. Si tu me permets. Oui, vas-y. En fait, c'est avec quel langage? C'est avec Python. Ok, Python. D'accord. En ce moment-là, je vous dirais, ne vous fatiguez absolument pas avec d'autres langages. Si vous voulez vous faciliter la tâche, vous n'êtes pas des informaticiens. Je vous promets, faites-moi confiance sur ça seulement. Si vous n'avez rien retenu de tout ce que j'ai dit, retenez ça. Utilisez Python. Tous les autres langages, c'est de la fantaisie. Bon, excusez-moi, hein, c'est c'est juste une certaine catégorie de personnes qui utilisent ça. Python, tout le monde utilise. Dans n'importe quelle entreprise, tu dis tu fais Python, il n'y a pas de problème. Même s'ils codent avec R, c'est sûr qu'il y a des gens qui codent avec Python. Ça, c'est de un. De deux, pour la communauté. La communauté de Python est tellement grande que tu ne peux même pas avoir de bug qui va durer pendant 2 jours. Tout le monde a déjà travaillé sur ce que tu es en train de faire. Donc, si tu es bloqué pendant 15 minutes, bah, c'est ça. Donc, travailler avec Python, sans hésiter. Et Python, c'est un langage Ok. qui permet de tout faire, de l'IA, de l'analyse de données, de la programmation web, de n'importe quoi, n'importe quoi. On peut tout faire avec Python. Donc, ne vous gênez même pas avec ça. Donc, après, on a des arbres de décision. Donc, les arbres de décision, c'est encore un autre type d'algorithme qu'on utilise pour l'apprentissage supervisé. Donc, lui, il est vraiment intéressant, il est vraiment fun parce qu'il est explicable.
Donc, tu vois directement, on arrive au restaurant et puis on veut savoir si ça vaut la peine d'attendre. Donc, avec tous les attributs qu'on a dans nos données, on va utiliser ça comme des nœuds. On va dire, OK, euh, j'arrive là. Passions, c'est en anglais, excusez-moi, est-ce qu'il y a des patterns ici? Ils vont dire non, some, full, etc. Et selon les réponses du nœud, je vais subdiviser mes données ainsi de suite dans l'arbre, jusqu'à ce que je trouve la classification finale. Donc, si j'arrive à ce yes qui est ici, je peux remonter pour savoir tous les features qui ont été utilisés, toutes les caractéristiques qui ont été utilisées pour donner la réponse. C'est ça qui est intéressant dans cette truc. Voilà. Ça aussi, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans les détails pour embrouiller la masse, mais ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'on implémente les algos, je vais vous expliquer en fait comment est-ce qu'ils fonctionnent. Comme ça sera beaucoup plus intéressant. J'ai mis un petit code ici pour embrouiller un peu les esprits encore une fois. OK. Donc, pour les cas pratiques, j'ai déjà des petits datasets qui existent. J'ai déjà travaillé dessus, donc j'ai déjà aussi le code. Donc, je vais vous donner des datasets, je vais vous donner comme des TP. Euh, enfin, on va certainement faire ça la prochaine fois ensemble, un exemple avant que vous puissiez faire tout le reste. Et après, vous aurez le code, vous aurez mon code gratuit. Je vous l'offre. Vous allez corriger avec ça. Ça va vous permettre de voir où vous vous êtes trompé. Et quand on le fera ensemble aussi, ça va vous permettre d'avoir une main dessus. Et quand on va finir avec les TP là qu'on a, je veux qu'on travaille sur un projet de Kaggle. Je vais vous montrer ce qu'on appelle Kaggle. Tout ça, ça sera pour la prochaine fois, donc il n'y a pas de problème. Je vais vous expliquer ça la prochaine fois. Ok. Je vais vous montrer ce qu'on appelle Kaggle. Donc, si tu fais un cours de machine learning, que tu as fini ton cours théorique, que tu sens que tu comprends absolument rien, parce que très souvent c'est comme ça avec les cours théoriques, tu vas sur Kaggle. Est-ce que vous voyez mon écran là? Vous voyez Kaggle ici en bleu? Oui, oui. OK. Tu vas sur Kaggle, Oui. tu as des compétitions, tu as des données que tu peux avoir, tu as des modèles ici dessus. Donc, tu rentres dans compétition, par exemple, tu vas voir toutes les compétitions qu'il y a. Donc, il y a des compétitions assez simplistes, comme Titanic. Ceux qui aiment le film Titanic, il y a une compétition pour vous. Euh, donc, tu vas traîner un modèle IA qui permet de sauver le Titanic. Voilà. Des choses assez sympas comme ça. Ou bien un modèle IA qui permet de prédire des maisons aux États-Unis. Malheureusement, on n'a pas de données à Abidjan, sinon on ferait les mêmes. Si vous voulez un peu collecter des données d'Abidjan pour s'amuser un peu, ce serait fun. Voilà. Donc, si on est bon avec des choses qu'on nous on fait entre nous ici, on va faire des compétitions, enfin, une compétition sur Kaggle pour tester tout ce qu'on a appris. Comme ça, on pourra solidifier nos connaissances. Voilà. Donc, c'est tout. En fait, c'est tout pour aujourd'hui. À part si vous avez des questions. Allô? Allô? Oui, allô? Voilà, bon, moi, ma question, c'est, tu as parlé d'un truc là, je voulais te donner. Comment ça Attends, se prend? excuse-moi. Donne-moi juste un instant. J'ai l'impression que mon casque est déchargé, donc j'entends extrêmement mal. Attends. Ok, tu peux y aller. Ok, je demande. Oui. La collecte de données là, ça consiste en quoi? La quoi? Comment ça commence? La collecte de données, dont tu as parlé. La colère. Ok, ok. C'est vrai que j'ai pas full parlé de ça parce que c'est un truc assez. C'est vraiment le nerf de la guerre, je vous dis, c'est vraiment 90% du travail. La collecte de données peut se faire de n'importe quelle manière. Ça dépend. Je vais te montrer un cas d'utilisation très simple. Moi, j'ai voulu entraîner un modèle pour faire pour faire des recommandations d'emploi à des chercheurs d'emploi et aussi des recommandations d'écriture d'offres d'emploi pour les RH. Donc, j'étais là et puis je me dis, OK, comment avoir les données? À ton avis, la meilleure source de données en ce moment qu'on a, c'est quoi? Internet. Donc, Internet, du coup, j'utilise une technique qu'on appelle le web scrapping. Donc, scraper des données sur Internet. C'est-à-dire, en fait, c'est voler des données sur Internet un peu. C'est des données qui sont là sur Internet. Comment trouver des techniques pour prendre ces données les plus stockées dans ma base. Donc, en gros, ce que j'ai fait, je vais sur le site de mon Université Laval. Je, je collecte tous les noms des programmes qui existent dans l'université. À partir de ces programmes-là,
je les mets dans ma base de données. J'utilise ces programmes-là pour chercher tous les postes qui sont liés à ces programmes-là sur un truc de recherche d'emploi comme Indeed. Et après, j'ai deux bases de données que je confonds, que j'utilise maintenant pour faire mon truc. Donc, ça, c'est une chose. Donc, retiens ça, web scraping, piquer des données. Deuxième source de données, c'est des API. Ce qu'on appelle des API, en fait, c'est des applications qui font l'interface entre deux applications. Donc, il y a des gens qui créent des API. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. Les gens ont déjà créé une application de température. Tu vois, on a des applications météo là où tu sais qu'il fait moins 31 degrés et tout ça. Donc, à partir de ça, moi, j'appelle juste ces données-là dans mon système. Tu vois? Ici, crée ce qu'on appelle des API pour que tu les appelles dans un autre système. Donc, moi, j'appelle ces données-là que j'utilise dans mon système. Ça, c'est une deuxième source. Troisième source, c'est une collecte que tu fais physique. À ça, je t'avoue que c'est les collectes les plus hardcore. Donc, tu viens d'une entreprise, ils n'ont rien d'informatique, ils ont que des livres, des écritures, n'importe quoi. Et toi, tu es censé transcrire ces données-là que tu as sous format numérique. OK, je vais vous faire un petit secret. Moi, en ce moment, je vais travailler avec des données, je vais travailler sur un système d'orientation en Côte d'Ivoire. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? C'est de prendre un individu lambda, utiliser son bulletin de notes, utiliser ses heures de travail à la maison, à partir de son bulletin de notes, numériser ça et avoir ça pour voir comment est-ce qu'il a réussi au lycée classique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour faire ça, il faut que je transforme ce qui est physique en du numérique. Donc, pour faire ça, par exemple, qu'est-ce que tu vas, à ton avis? Qu'est-ce que tu serais obligé de faire? Qu'est-ce qui vient dans ta tête là comme ça? Qu'est-ce que tu serais obligé de faire? Tu serais obligé de trouver Pas ça? À partir des documents physiques, là, quoi. Oui, à partir des documents physiques, je serais obligé de faire quoi? S'il y a des documents physiques, qu'est-ce que je suis obligé de faire pour numériser ça? La première chose qui te vient en tête. Scanner, non? Les scanner. Et si je les scanne, Ah ouais. j'ai fini de les scanner, qu'est-ce que ça peut me permettre de faire s'ils sont déjà dans mon truc? Trouver maintenant des algos qui sont capables de récupérer les informations qu'on a sur le scan pour travailler avec. Ça, c'est d'autres histoires encore. Donc, il y a plusieurs méthodes de récupération de données. Et quand tu finis de les récupérer, ces données-là, il faut que tu traites ces données pour avoir des représentations réelles que tu veux pour ton système. Donc, les données brutes comme ça ne fonctionne pas. Prendre des données n'importe où et puis tout ça ne fonctionne pas. Tu dois standardiser les données, tu dois trouver un format pour toutes les données pour que ça soit cohérent. Et tu dois créer des labels si tu veux faire du supervisé, puis toutes ces choses. Voilà. Et puis ensuite, à partir de ces données qui seront traitées, là, on va le voir ensemble, ne vous inquiétez pas. Ces données qui seront traitées, là, on va les utiliser comme entrée maintenant pour nos modèles qu'on va utiliser pour avoir des bonnes sorties. Bon. Ok, merci bien. Oui. J'ai une question par rapport justement à la collecte des données. Si par exemple on prend le data analyst et puis le data scientist, en fait, ceux qui font l'analyse de données, ils sont normalement formés pour collecter des données qu'ils vont analyser, c'est bien ça? Ou En fait, bien très ils souvent, viennent travailler sur des données qui sont déjà collectées? c'est ça. En fait, très souvent, dans une entreprise vraiment normale, les data analystes ne collectent pas les données. Ceux qui collectent les données, ce sont les data engineers. C'est eux qui font toute la pipeline qu'on appelle ETL, Extract, Transform and Load. En fait, c'est eux qui récupèrent les données, qui les stockent quelque part, qui les traitent un peu, et puis ils donnent ces données qu'ils ont traitées là à l'analyste des données. Maintenant, l'analyse des données, c'est lui qui est capable de faire une analyse exploratoire sur toutes les données des hypothèses statistiques, tous ces trucs bizarres là, des statistiques, des PCA, tout ce que vous connaissez comme traitement de données qui est possible, des choses mathématiques. Et après ça, quand il a ces analyses-là, il les donne aux data scientists. Le data scientist, à l'aide des analyses qu'on a et des données qui sont sur des bons formats, lui crée des modèles de prédiction. Donc, c'est vraiment la chaîne qui est là. Mais je vous avoue que là, en ce moment où on parle, le marché de l'emploi, c'est tellement chaud que si on te dit que tu es un data scientist, ça veut dire que tu es tout ça. La palette qu'on demande aujourd'hui à un pratiquant de l'IA, c'est tout ça. Donc, c'est pourquoi moi, je vous donne un conseil. Commencez par quelque chose, mais ne vous limitez pas. Moi, par exemple, je fais tout. J'ai un background de dev, je fais du dev, je collecte des données moi-même, je traite des données, j'entraîne des trucs, je fais des prédictions, je fais du DevOps.
On appelle ça du MLOps, mais c'est du DevOps. Tout. Parce que pour être compétitif, c'est ce qu'il faut faire. Mais globalement, il y a vraiment une subdivision qui n'est pas respectée. Et des gens même ne savent même pas c'est quoi qu'on appelle data scientist. C'est ça aussi le problème. On ne fait même pas la distinction. C'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes et quand tu n'es pas dans le milieu, il y a tellement de confusion. Je t'avoue, même dans le milieu, il y a des confusions. Moi, je suis toujours en train de... Moi, j'ai vu une offre d'emploi, je lui dis, ce qu'il dit là, c'est pas quoi. Il y a même dans le milieu, je ne parle même pas des gens qui sont pas dans le milieu. Dans le milieu, les gens ne savent pas c'est quoi data scientist. La différence entre data scientist et ingénieur, si tu connais un informaticien, demande-lui. C'est quoi la différence entre data scientist et un AI engineer? La plupart ne pourront pas te dire. Parce que c'est ça, c'est comme je vous dis, il y a beaucoup de buzz autour de la chose. On ne prend pas du temps pour apprendre la chose. Donc tout le monde, c'est beaucoup de choses, on est tous mélangés, on dit des bêtises. Sinon, en vrai, c'est vraiment des choses vraiment carrées, subdivisées. Mais bon, il y a même ce qu'on appelle business intelligence. Ça, c'est un autre truc encore. Et ça, les gens demandent très souvent, on appelle ça analyse d'affaires. C'est comme un peu les analystes de données, mais ils ne font pas qu'analyser les données. En fait, eux, ils sont là pour prendre des décisions d'affaires avec les données qu'on a. Donc, tu vas voir, ils ne seront pas mad dans les analyses, mais on fait des analyses assez rapides pour avoir des designs, des visualisations pour montrer au client, pour dire, écoute, voici comment on a avancé à l'année 2023, blablabla, et le client va pouvoir prendre des décisions rapides avec ça. Ça, c'est un truc que les gens confondent très souvent aussi avec analyse de données. C'est pas pareil. Il y a beaucoup il y a beaucoup de choses. D'accord. En tout cas, c'est important de savoir tout ça. Ok. Est-ce que quelqu'un a des questions pour moi encore? Ah, je pense que je suis sauvé. Allô? Oh, c'est fini. Oui, vas-y, vas-y. J'ai une question, c'est pas trop lié au cours, mais je voulais juste savoir quel est le meilleur outil pour pouvoir écrire des tests en parlant, Écris si des c'est tests en possible. parlant. Écris des tests en parlant. Du genre, tu n'as pas envie de saisir, tu veux juste parler, puis ça va écrire. Tu peux le faire avec GPT, il le fait assez bien. Si on veut, on peut se tester un exemple tout à l'heure, même en ligne, pour voir si je ne mens pas, si je ne raconte pas des Ok. bêtises. J'ai des recherches trop brutales sur mon chat GPT, donc excusez-moi, je vais fermer mes recherches. Chat GPT m'a dit que si Elon Musk ne fait pas attention, je vais le dépasser. Je vous jure, il m'a dit ça. Donc, je vais vous éviter de voir ça. Ouais, je vais faire un truc. Hello. Attends. Je vais dire en anglais parce que c'est sûr qu'il comprend mieux. Oui, est-ce que tu peux m'écrire un test, s'il te plaît? Non, en fait, mon ami me demande si tu es capable de lui écrire un test quand elle parle. Je lui demande et je te reviens. Bon, voici de quoi il est capable. On va aller regarder. Tu vois directement, il a écrit. Thank you. Oui, est-ce que tu peux m'écrire un test, s'il te plaît? Il a écrit. Non, en fait, mon ami me demande si tu es capable de lui écrire un test quand elle parle. Il a écrit. Donc, tu vois, il le fait assez bien. Oui, mais là, c'est comme une conversation, mais je parle dans le sens où tu veux peut-être écrire un document, un bouquin. Mhm, Tu as peut-être une page mhm. Word sur laquelle tu veux écrire. Tu fais comment? Tu C'est utilises ça. quoi pour Mais, faire? OK, je pense qu'il y a beaucoup d'autres outils. Il y a beaucoup d'autres outils que je pourrais chercher et puis te revenir après. Mais en fait, si tu veux le faire avec ChatGPT, là, même si c'est une conversation, tu lui dis ne dis rien, écoute, moi, je te raconte une histoire, par exemple. Et tu commences à parler. Tu parles jusqu'à ce que tu finisses. Il ne va rien dire dans ta conversation et il va tout écrire le texte comme ça. Quand il va finir de l'écrire, tu le copies un Ok. peu quelque part. Ouais, tu peux utiliser cette technique-là. Mais je suis persuadé qu'il y a d'autres trucs comme ça, spécialisés pour Ok. ça. Je pense qu'il y a Whisper. Tu peux regarder Whisper. J'ai comme l'impression que Whisper, attends, je vais regarder directement pour pas dire des bêtises. Whisper de OpenAI, certainement, il fait ce genre de choses parce que lui, c'est de
C'est du pur audio. Reveal, transcript, ouais, je pense qu'il fait purement ça, lui. Oh, oh, oh. What you doing, bro? Bon, j'ai aucune idée. Mais bon, je vais te revenir avec ça. Je pense que ça sera. Quand je vais trouver un outil très pertinent, je vais même demander à ChatGPT aussi, peut-être qu'il va me donner un outil pertinent pour faire ça. Et puis je vais te faire signe. Ok, merci. Mhm. Est-ce qu'on est bon? Oui, c'est bon. Ok. Excusez-moi, je vais faire juste quelque chose. Ariane, excuse-moi de te déranger, mais est-ce que tu peux dire globalement ce que tu as compris de la séance, genre en quoi, 15 secondes? Je pense qu'Ariane a fui. D'accord, peut-être que c'est un problème de connexion. Et toi, je demandais, est-ce que tu peux dire ce que tu as compris déjà en 30 secondes, comme globalement? Pas moins de 30 secondes. Il reste d'accord. Il reste 15 secondes moins de 30 secondes. Bon, bref. Euh, vraiment, sur le temps là, je pense que vraiment, d'abord, ce que je peux dire, c'est que vraiment, c'est un domaine qui est très, très diversifié. Il y a trop de choses à l'intérieur. Alors, la meilleure façon de pouvoir mieux apprendre ce domaine-là, selon moi, d'après ce que j'ai vu, hein, c'est de chercher un axe précis sur lequel orienter. Là, tu apprends step by step, quoi. On t'améliorer d'être comment on a un axe précis. Maintenant, quand tu auras maintenant bien maîtrisé ce domaine-là, maintenant, libre à toi maintenant d'apprendre d'autres choses, comme tu as dit, la peur, puis comme, tu vas regarder un thème là. On peut difficile le marché, au fait. Mhm. Voilà. Sinon, moi, j'ai pu connaître la différence techniques, c'est-à-dire data analyst, et puis voilà, manipulateur de données, tout ça, il y a une différence. Sinon, selon moi, avant peut-être que dans le même sac, je dis que c'est pareil, quoi. Voilà, le codeur, tout ça, c'est que bon, c'est les mêmes, en tout cas, c'est les mêmes. Voilà. Moi, j'ai globalisé tout ça, je disais les hackers. D'après ce qu'on a vu, je sais bien différent entre un hacker, un data analyst, un data scientist, tout ça. Moi, je n'ai pas parlé de hacker aujourd'hui, mais je sais un peu la différence. C'est bon. Voilà. Ok. Bref, en tout cas, tu as touché un point pertinent, hein, ce que tu as dit, c'est tellement vrai. Ce qu'il dit, c'est vraiment vrai. Si tu veux vraiment te concentrer sur quelque chose, concentre-toi sur un domaine, tu vas voir que tu vas apprendre l'IA beaucoup plus facilement. Si tu es diversifié, là, ça va te bien. Applique l'IA à ton domaine. Tout ce qu'on te montre, applique. Travaille avec les données de ton domaine, tout ça, ça va beaucoup aider. Parce que, et il a touché un problème très important. Nous, les AI ingénieurs, on a un problème. C'est que quand on est sur le marché de l'emploi avec quelqu'un qui est un financier, qui a fait un peu de machine learning, bah, la banque préfère le prendre. Parce qu'on se dit quoi? On se dit, bon, écoute, un AI ingénieur, il a toute la grosse palette, il va faire des choses de recherche. On ne fait pas ça ici. Pourtant, un financier, lui, il connaît comment est-ce que le monde financier fonctionne. Il connaît comment modéliser des fonctions financières. Juste, il a le minimum en machine learning, là, c'est bon. C'est ça. Donc, ce que demander à dire, c'est vraiment pertinent. Appliquez ça à votre domaine et puis ça sera beaucoup plus pertinent. OK. Quelqu'un a dit l'assistant vocal sur Microsoft Office le fait aussi. Quelqu'un a donné la réponse à Victoire dans le chat. Je pense que Ariane est là, elle essaye de parler, mais son micro ne fonctionne pas. Ou bien encore, elle a un problème de connexion. Ok, bon. Si vous n'avez pas de questions pour moi, je vais m'arrêter là, je vais aller dormir. Je vous avoue que j'ai pas dormi toute la nuit. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, mes yeux commencent à picoter. Donc, je pense que je vais prendre congé de vous, si vous me permettez. Vraiment, merci beaucoup. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.